Oui, bon, il est bien obligé de présenter sa démission par pure forme, mais Mm. il aurait quand même pu insister. Il aurait pu essayer de convaincre Emmanuel Macron, mais je crois que personne ne se bouscule au portillon pour occuper ce poste, puisqu'il faut assumer la ligne qui est celle d'Emmanuel Macron et qui est celle d'un immigrationnisme forcené. Mm. Mm. Emmanuel Macron, c'est le président, je crois que Philippe l'a dit, c'est le président de l'invasion, c'est le président du grand remplacement, Mm. et le ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit, sera bien obligé d'appliquer cette ligne. Donc, écoutez, en tout cas, déjà sur la forme, un message très clair renvoyé à Mm. l'arrogance de Gérald Darmanin, qui sur la forme déjà est épouvantable, Mm. y compris avec les parlementaires, avec les policiers, avec les Français, à qui il avait dit, rappelez-vous, nous avons de très bons résultats en matière d'insécurité pour les classes populaires, mais il n'est pas toujours compris, Mm. sous-entendant que ces Français sont vraiment des idiots, ils ne comprennent rien à rien au génie de Darmanin. Bon, la réalité, c'est qu'effectivement, c'est le ministre de l'invasion, c'est le ministre de l'insécurité généralisée, c'est le ministre du racisme anti-blanc Mm. qui s'est exprimé encore à Crépol, c'est le ministre qui ne voit pas les groupes d'extrême gauche, des antifas jusqu'à la jeune garde, agresser les militants patriotes et qui, pour répondre à ce chaos, et bien pour telle mesure, a décidé de dissoudre Academia Christiana. Oui. Voilà, c'est donc le ministre de l'Intérieur le plus toxique de la Ve République. Il était temps qu'on le lui fasse savoir. Et Et pourtant, il y moi, je avait de la note que concurrence. vous voyez, l'union des droites, même si Philippe l'a dit, certaines ne se définissent pas ainsi, même si l'union des droites, eh ben, ça fonctionne. Mm. Voilà, les LR n'y seraient jamais parvenus seuls, le RN non plus. Eh bien, je dirais que l'intelligence collective a remporté cette belle victoire et les Français peuvent s'en réjouir, Mm. même si pour l'instant, ce n'est que de pure forme. Je voulais revenir avec Stéphane Ravier. Vous avez grandi dans la cité de la Morelette. Donc, c'est un des quartiers nord de Marseille. C'est dans le 15e arrondissement. Et vous La aussi, bien nommée, oui. vous avez vu le quartier de votre enfance se dégrader année après année. Écoutez, tout pareil que Philippe, tout Tout pareil, pareil. exactement le même processus. Mhm. Oh, je suis un petit peu plus âgé que Philippe, mais on est de la même région, on a subi le même phénomène, comme dans plusieurs centaines de villes, milliers de villes désormais, en campagne désormais dans notre pays. Moi, oui, la Morlette. Alors, c'est une résidence privée. Mhm. Mes parents ouvriers se sont saignés pour acheter leur Mhm. appartement. Ils ont travaillé, oui, et d'arrache-pied. Et il y avait dans cette résidence une population, oui, c'était des classes populaires, mais dans le Mhm. sens du Larousse du terme, hein, pas du politiquement correct, donc des Français de souche française et puis d'origine italienne, espagnole, ce que vous voulez, mais parfaitement assimilés, parfaitement français, qui, petit à petit, c'est naturel, les enfants quittent le cocon familial et puis vont s'installer ailleurs, les parents finissent eux aussi par partir, et ils ont été remplacés par d'autres populations qui s'installaient donc dans une résidence où il y avait tout, hein, école maternelle, école primaire, collège, piscine, transport en commun, mairie de secteur, vous pouvez faire vos démarches administratives, des commerces de proximité, etc., le bus, etc. Donc ils n'ont jamais manqué de rien, et ils ne Mhm. manquent toujours de rien. Non seulement ils ne manquent toujours de rien, mais Mhm. la même chose qu'à Nice, dans le quartier des Moulins, la politique de rénovation urbaine, les millions, les milliards coulent à flot. Mhm. Ce sont toujours les mêmes qui reçoivent, et d'ailleurs toujours les mêmes qui payent, et qui eux ne reçoivent rien. Et ça n'a pas empêché cette résidence, comme toutes celles qui sont dans ce quartier, aux alentours, de s'effondrer, car elle a implosé. Le Mhm. problème est venu de l'intérieur, avec Mhm. des populations qui, effectivement, ne se sont intégrées à rien, ni même au modèle, je dirais, social et professionnel, et pour beaucoup ont préféré s'orienter vers des activités illicites, voire criminelles, Mhm. Alors, prenant en otage les derniers Gaulois qui n'ont qu'une envie, c'est de fuir, mais ils n'en ont pas les moyens. mhm. Voilà, Mhm. ça c'est une réalité. Donc l'immigration massive entraîne une émigration de l'intérieur,
les Français sont devenus des réfugiés de l'intérieur. Alors, ils quittent le quartier, voire la ville, quand ce n'est pas le département, à condition d'en avoir les moyens. À Marseille, il y a 2 white flights. Il y a un à l'intérieur, un à l'extérieur, ce que vous dites. Donc, soit finalement, ils vont dans des résidences plus sécurisées, donc dans des arrondissements de Marseille sécurisés, soit carrément, ils partent dans le Var, dans les villages provinciaux alentours. Oui, alors quand ils sont obligés de rester à Marseille parce qu'ils y travaillent et n'ont pas les moyens, parce que je vous l'ai dit, faut-il avoir les moyens d'aller s'installer dans une autre ville, à la périphérie de Marseille, des communes qui s'appellent Plan de Cul, Callot, Les Pennes Mirabeau, etc., ou alors un petit peu plus loin, au pied des Alpilles. Évidemment que cela coûte excessivement cher, mais il y a certains Marseillais quand même qui restent à Marseille, puisqu'il y a quand même des poches où il fait encore bon vivre, même si Marseille, justement, est la ville où l'on compte le plus de résidences fermées en France. Donc c'est un signe, ça. Hein, c'est pas une lubie, c'est une réalité. Donc il y a ceux qui arrivent encore à s'offrir des habitations, des appartements dans des quartiers que je ne qualifierais pas, que je qualifierais de préservés et pas privilégiés, parce que vous savez, on essaie de culpabiliser les Français aujourd'hui. Ah, mais vous habitez dans des quartiers privilégiés. Il n'y a aucun privilège à vivre dans un quartier où il y a une sécurité. C'est un droit à la sécurité. Donc, il y a des quartiers préservés de la délinquance. Alors, ils arrivent encore à rester à Marseille et au fur et à mesure, mais la marée monte. La marée monte. Et donc, eh bien, il finit par quitter Marseille, voir le département et je dirais arriver en bout de carrière professionnelle. Alors là, il s'exile eh bien, dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, quand il ne quitte pas le pays. Il y aurait dans ces banlieues donc un racisme anti-blanc. Est-ce que vous croyez à ce racisme anti-blanc qui est évidemment tabou en France? En tout cas, c'est un phénomène, on entend beaucoup moins parler que le racisme contre d'autres minorités ethniques. Moi, je ne crois pas. J'en suis convaincu. Je suis tout à fait certain de la chose. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un Marseillais que je rencontre, ou même ailleurs, je passe souvent de temps à Marseille, ne me rapporte le fait d'avoir été victime de la manifestation d'un racisme anti-blanc en sa direction. Et vous avez défendu donc une insulte, des insultes très très claires, sale français, sale blanc, dans des quartiers qui justement ont été grand remplacés et où la nouvelle majorité impose ses codes, sa culture, son quotidien. Et avec désormais la conquête du territoire ayant abouti, eh bien il faut chasser les derniers Gaulois en leur mettant la pression. Et cela passe par des insultes et des menaces de ce type-là. Il ne se passe pas une semaine. Moi, en 2015, j'étais jeune maire de secteur et un élu de gauche s'était cru obligé de me dire il va y avoir la semaine contre le racisme. Est-ce que, monsieur le maire, vous allez y participer? J'ai dit bien volontiers, à la condition que je puisse tenir le stand du racisme anti-blanc. C'est pas quelque chose de nouveau pour ceux qui veulent bien ouvrir les yeux et les oreilles. Mais il y avait jusqu'à présent un véritable tabou. Et c'est ce qui conduit, bien sûr, à cet exode. Non seulement les Français sont survivent au milieu d'un modèle culturel qui n'est pas le leur, et il est tout à fait légitime pour eux de vouloir le retrouver, mais c'est aussi parce qu'au quotidien, vraiment, ils ne sont plus les bienvenus chez eux, et on leur fait savoir de la manière la plus agressive, la plus violente, par la manifestation d'insultes très clairement de racistes anti-blancs, anti-chrétiens, anti-français. Le ministère de la Culture a défendu un nouveau programme de formation intitulé La Relève. Il y a une spécificité bien particulière, c'est qu'il est interdit aux Blancs. Il s'agit de former 101 dirigeants culturels en France, sélectionnés sur la base d'une discrimination positive, donc au profit de la diversité. Alors, pourquoi vous avez dénoncé ce programme, Stéphane Ravier ? Oui, avec Marion Maréchal. Avec Marion Maréchal, nous avons saisi le défenseur des droits. Vous voyez, comme quoi il arrive que le diable porte pierre. En tout cas, nous l'espérons, parce qu'il s'agit là manifestement d'une conception racialiste de la politique et de la politique culturelle en particulier. Je veux dire, on ne s'en cache même plus. Au sein du gouvernement de Mme Borne, c'est sans borne maintenant, le jeu de mots est facile, mais voilà, on se lâche, on se fait plaisir. C'est vraiment ouvertement, on va recruter en fonction de la couleur de la peau. Voilà. C'est clair, si j'ose dire. Oui, c'est le racisme de l'antiracisme. C'est le racialisme assumé qui s'apparente à un certain racisme anti-blanc, quoi. Donc,
Nous espérons que le défenseur des droits défendra les droits des Français, je dirais des Blancs, il en reste encore quelques-uns dans ce pays. Donc, vous voyez, ils avancent et il faut plus reculer, quoi. Ça, c'est clair qu'il faut passer à la contre-offensive. Parce que sinon, nous allons vraiment devenir, c'est déjà un peu le cas, des parias dans notre propre pays.